Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint cette webconférence consacrée à la gestion du BIM, Building Information Model, dans le cycle de vie d'un projet. Vous êtes déjà plus de 100 participants à nous avoir rejoints, ce qui prouve l'importance du thème du BIM et son actualité. Ce séminaire en ligne va se dérouler en 2 temps. La première partie, orientée présentation, durera environ une vingtaine de minutes et sera menée par Patrick Albertini, qui est consultant chez l'ASCOM. Il détaillera comment organiser efficacement la collaboration autour du BIM tout au long d'un projet de construction. Dans la seconde partie, d'une quinzaine de minutes, Patrick et Eric Lebègue répondront à vos questions. N'hésitez donc pas tout au long de la présentation à poser vos questions par l'intermédiaire du chat en bas de votre écran. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse maintenant la parole à Patrick Albertini. Merci Damien. L'objectif de ce séminaire est d'aborder et d'amorcer un début de réponse aux questions suivantes. BIM, PLM, IFC, CAO, autant d'acronymes qui coexistent dans le monde de la construction. Quels sont leurs rôles dans un projet de construction? Comment ces outils permettent de toucher un public technique ou non? Des économistes, des experts financiers ou des architectes, etc., etc. À l'horizon 2017, l'utilisation des maquettes numériques au format IFC sera rendue obligatoire pour les marchés publics. Comment se prépare-t-on pour cette échéance? Quels impacts y aura-t-il dans la gestion et la collaboration au cours des phases projet? Quelles vont être les clés pour la réussite de la mise en place d'une plateforme collaborative autour des projets de construction? Je vais donc commencer par définir la notion de BIM. Le BIM n'est pas réduit à un simple rendu 3D d'une construction, mais apporte une somme d'informations et de documents annexes permettant une construction virtuelle avant une construction réelle. Dans le secteur de la construction de bâtiments, le partage de la maquette numérique BIM devient un enjeu pour l'avenir. Toutefois, les contraintes propres à ce secteur bouleversent la manière traditionnelle dont les maquettes numériques sont partagées avec les nouveaux acteurs. De plus, la démarche BIM se généralise dans le monde pour plusieurs raisons. Pour un travail collaboratif optimisé, pour des capacités de simulation décuplées, pour une organisation et un suivi des chantiers fortement améliorés, et pour une exploitation des bâtiments sur la base d'informations riches et fiables. Et pour assurer le bon fonctionnement des projets de BIM, un standard est nécessaire, le format IFC. Le format IFC est un standard ISO pour l'interopérabilité des logiciels et l'archivage des données. Cela devient une prescription systématisée dans les marchés publics au niveau des formats de livraison des données graphiques et techniques. Cette exigence commence à apparaître dans plusieurs appels d'offres publics. En effet, à l'horizon 2017, le gouvernement rendra obligatoire l'utilisation de la maquette numérique au format IFC pour les marchés publics. Ce format est mis en œuvre par la plupart des éditeurs logiciels qui suivent des procédures de certification, import, export. Notre partenaire, le CSTB, a été chargé par le gouvernement de certifier les procédures d'import-export au format IFC au niveau national. Au final, le BIM permet d'accéder de manière intuitive à l'information, mais ne permet pas la gestion de leur cycle de vie, dès lors que la multiplicité d'acteurs collaborent. En effet, la multiplication de ces sources d'informations engendre de multiples interactions entre les personnes et ces informations. À l'écran, comme vous pouvez le voir, dans un projet, nous trouvons plusieurs services qui travaillent, administratifs, techniques, économiques, etc., qui produisent, manipulent une multitude d'informations, comme des plans, des notes de calcul, des contrats, etc., etc. Malheureusement, la plupart de ces échanges sont souvent structurés de manière ponctuelle, mais rarement sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le PLM, gestion du cycle de vie projet, doit être une solution qui apporte une réponse aux besoins des principaux acteurs de la construction. Au niveau de l'ingénierie, pour avoir une gestion d'affaires efficiente, une capitalisation de la connaissance, apporter une coordination des acteurs par une structuration des procédures afin d'améliorer globalement et de manière significative la qualité. Au secteur de la construction, c'est de tenir les délais afin de terminer au plus tôt. On retrouve aussi un besoin de coordination, un besoin d'une traçabilité des responsabilités et une maîtrise sans faille de la gestion de la documentation. Enfin, pour l'exploitation,
permettre un suivi et une diffusion des évolutions, une optimisation et une amélioration du rendement des temps de service, et la possibilité d'avoir un système de prévention des incidents critiques. De plus, le PLM apporte une réponse aux défis métiers, en apportant une seule version de la vérité pour les documents, les plans ou les équipements, un outil de collaboration simple, une gestion des projets efficiente par l'apport de tableaux de bord précis et adaptés, et bien sûr une sécurisation des droits d'accès aux différents acteurs, tant au niveau interne que externe au projet. En conclusion, nous voyons bien que les périmètres fonctionnels du BIM et du PLM sont complémentaires. Les gains attendus par l'utilisation d'un PLM pour l'exploitation des données issues du BIM sont une capacité à permettre un travail collaboratif, une capacité de simulation, l'organisation et un suivi des chantiers, l'exploitation des bâtiments. Fort de ce constat, l'ASCOM BIM Édition est le fruit d'une collaboration entre le CSTB et l'ASCOM. C'est une plateforme projet web associant le savoir-faire de la solution PLM l'ASCOM et l'expertise du CSTB dans la gestion de maquettes numériques au format IFC. Ces valeurs se retrouvent autour des grands axes suivants. Permettre aux utilisateurs d'avoir la liberté des choix de ces outils métiers. CAO, structure, thermique, économie, etc. Le respect des propriétés et des responsabilités des contributions BIM de chaque acteur. La communication à travers une vision partagée et structurée des maquettes BIM. Si nous précisons l'approche de cette solution, l'ASCOM AEC BIM Édition, elle permet de formaliser et de fluidifier les échanges entre plusieurs sociétés, le tout en garantissant la gestion des droits des différents intervenants du projet. C'est une solution qui permet d'accompagner les différents acteurs tout au long du cycle de vie d'un projet, de la conception à l'exploitation. Cette réponse s'exprime au travers de 3 grands axes. Une seule version de la vérité par l'unicité des documents, afin de ne pas avoir de redondance des documents. Un partage de l'information facilité avec l'ensemble des acteurs du projet, par le biais d'une standardisation des procédures et du suivi dynamique du travail des sous-traitants, ainsi que de l'avancée des travaux par l'accès à des tableaux de bord précis et adaptés. Le dernier axe, enfin, une accélération des projets BIM par un marquage maîtrisé des maquettes numériques au format IFC et la traçabilité de leurs évolutions. Maintenant, nous allons aborder par quelques diapositives les principales fonctionnalités de notre solution l'ASCOM BIM Édition. L'interface de l'application est personnalisable en fonction du profil de chaque personne connectée. Notre approche est de permettre un accès simple, efficace et personnalisé à l'information. Cette interface est composée de raccourcis d'actions quotidiennes comme la recherche ou la création de documents, mais aussi la liste des tâches affectées à l'utilisateur pour le projet et les tableaux de bord métiers. Dans cette solution, nous avons aussi un espace dédié à l'ensemble des éléments IFC, comme les maquettes, les annotations ou les commentaires. Mais notre logiciel n'est pas simplement limité à des formats spécifiques. Nous stockons indifféremment des formats d'images administratifs, comme les documents Office, CAO, et bien sûr, les maquettes numériques au format IFC. Outre la gestion du document, notre solution permet de gérer les procédures et le cycle de vie de ceux-ci, avec une conservation de l'historique des modifications. Ceci pour permettre une capitalisation et une structuration de la connaissance. Maintenant, nous allons aborder plus précisément l'outil de gestion de la maquette numérique proposé par le CSTB et intégré dans notre solution. Nous allons illustrer cet outil qui se nomme SBIM au travers de 2 petites vidéos de 3 minutes au total. Nous vous invitons maintenant à passer en mode plein écran en cliquant en haut à droite de votre écran. En raison du nombre important de participants, il pourra y avoir un décalage
entre l'affichage de la vidéo et mes commentaires. Sur cette vidéo, nous allons voir que l'utilisateur va commencer par se connecter à l'application. Donc, il va rentrer son code utilisateur PLM, son mot de passe et choisir le projet dans lequel il veut travailler. Au moment de la connexion, le système va lancer une synchronisation des données pour donner l'accès à l'ensemble des maquettes numériques pour l'utilisateur. L'utilisateur va en sélectionner une et le rendu 3D va apparaître. Donc, dans cet outil, nous avons la possibilité de naviguer, de zoomer et de tourner la maquette au niveau 3D. Nous avons aussi l'accès à l'ensemble de la structure de la maquette, ce que nous voyons sur la partie gauche. Et au niveau de cette partie gauche, je vais pouvoir aller dans l'intérieur de cette maquette en cochant ou en décochant des informations comme les niveaux, les toitures, pour entrer à l'intérieur de la maquette numérique. Vous avez vu, c'est très intuitif et très facile pour pouvoir naviguer dans cette maquette numérique. Mais dans cette maquette, nous pouvons aussi revenir sur l'ensemble de la maquette pour pouvoir sélectionner un élément en particulier. Par exemple, nous allons sélectionner un mur pour avoir dans cette information au niveau du mur, pour avoir les informations d'attributs. Par exemple, son numéro. Quel est le propriétaire de cet élément? Sa provenance. Ici, c'est Archicad. Nous allons aussi avoir l'accès à l'ensemble des documents PLM référencés par cet outil. Par exemple, ici, nous allons sélectionner une référence d'une fiche constructeur produit et par un simple clic sur cet élément-là, je vais aller directement dans le PLM. Je suis automatiquement lié à mon outil PLM. Je vais avoir accès à l'ensemble des attributs qui caractérisent le document de référence et bien sûr, j'ai accès aux documents associés, ici, une fiche PDF qui est la fiche constructeur associée. On a donc vu que l'interaction entre FBIM et le PLM est intuitive et très simple pour l'utilisateur. Je vais maintenant vous présenter une deuxième vidéo qui va vous parler du mécanisme d'annotation. Donc, je vais repartir sur la maquette 3D que j'avais précédemment affichée. Et je vais sélectionner le mur pour pouvoir lui donner une annotation. Je vais donc prendre cette annotation, lui donner un titre, une description, mais je vais pouvoir aussi rajouter une vue pour donner le point de vue de cette annotation. Je peux enfin catégoriser cette annotation pour la rendre le plus complète possible. Une fois cette information publiée, elle se retrouve automatiquement liée à la maquette numérique, disponible pour l'ensemble des utilisateurs et stockée dans le PLM pour avoir un mécanisme d'alerte au sein du PLM. Voilà. Maintenant, FBIM et les connecteurs métiers. Donc, FBIM n'est pas simplement lié au PLM, mais aussi lié à d'autres outils comme Elodie pour l'analyse d'impact environnemental, Orally pour la simulation acoustique, FANI pour les simulations d'éclairage et RIF pour les textes techniques et réglementaires au niveau des textes législatifs. Donc, merci pour cette présentation. Donc, on a eu quelques ralentissements au niveau de la vidéo, mais on pourra bien sûr vous transmettre l'ensemble des supports suite à la conférence.
sachant que la conférence de notre côté est entièrement enregistrée, sera mise à disposition des participants et des quelques personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre conférence et prendre une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Elles sont très nombreuses et nous vous en remercions. Pour répondre à ces questions, Éric Lebel va maintenant nous rejoindre en salle de conférence. Tu es là, Éric? Oui, bonjour. Alors, je vais commencer à voir les différentes questions qu'on a pu recevoir. Donc, on a une première question qui est sur si on peut rappeler rapidement le fonctionnement du connecteur Elodie et ce que cela apporte, qu'on a pu voir à la fin. Oui, donc en fait, comme on a vu, donc SBIM, donc c'est l'outil de visualisation, d'enrichissement des maquettes numériques du CSTB, donc qui est connecté donc à la plateforme NASCOM, pour finalement synchroniser les maquettes, les annotations, etc. avec le PLM, la plateforme NASCOM. Mais donc SBIM aussi a d'autres connecteurs, et donc notamment aussi avec le logiciel Elodie qui permet de faire du calcul d'analyse d'impact environnemental. Et donc dans le principe de SBIM Elodie, c'est qu'avec SBIM, on peut se connecter à la base d'INES des fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour associer en fait les DFDES aux éléments de la maquette numérique. Et du coup, utiliser la maquette numérique pour calculer automatiquement les métrés, les quantitatifs qui sont correspondants à ces différents types de matériaux pour faire un calcul global, une analyse globale d'impact environnemental avec le logiciel Elodie. Donc ça illustre le fait que donc SBIM a un certain nombre de connecteurs en plus métier vers les outils de simulation du CSTB. Qui sont évidemment des compléments de fonctionnalités au couplage déjà avec la plateforme NASCOM pour le partage des maquettes et le lien avec les documents, les pièces écrites qui peuvent être associées aux différents objets de la maquette numérique. D'accord. On a eu beaucoup de questions en attendant, on a déjà une bonne vingtaine en attente. On a quelqu'un qui demandait quelques précisions sur ce que c'est que le connecteur SBIM. En fait, en quoi ça consiste en quelques mots? Alors, oui, donc SBIM, donc c'est une application qui s'installe sur le poste client. Alors, pourquoi? Parce que pour des raisons effectivement de puissance graphique, de performance, pour l'instant, qui me semblait qui est aujourd'hui le plus efficace. Et donc, c'est quelque chose qui s'installe très rapidement. Donc, en 2-3 minutes, on va installer le logiciel sur la plateforme. Et après, donc, c'est un outil de visualisation de maquette numérique au format IFC, donc qui permet de charger une maquette, de la visualiser, de la décortiquer, de montrer, cacher des objets, de sélectionner des objets, d'obtenir les informations précises, la cartographie, la carte d'identité de chaque objet. Et on voit d'ailleurs qu'on avait aussi l'accès aux documents, effectivement, et donc qui sont associés à ces objets. Donc voilà, donc c'est un outil de visionneuse de maquettes numériques et qui du coup qui est couplé par les technologies web services, qui est couplé donc à la plateforme NASCOM pour la synchronisation avec tous les documents, les maquettes numériques qui eux sont stockés sur le serveur NASCOM. D'accord. On a toujours pas mal de questions. Je vais essayer d'en résumer une en quelques mots parce qu'il y a plusieurs fois cette idée qui revient. Donc c'est le fait de se dire que pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir à la fois une solution PLM et BIM, et une autre question qui revient, qu'on pourra résumer aussi dans la réponse, c'est le fait est-ce que le PLM est l'évolution du BIM? Donc je peux déjà répondre non, mais je vais laisser Eric pouvoir détailler cette question. Alors, oui, donc PLM et BIM. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'était un peu le constat de l'expérience sur la maquette numérique de ces dernières années, c'est qu'effectivement on a montré qu'avec le BIM, on arrive à représenter virtuellement précisément son bâtiment. On a effectivement maintenant des interfaces IFC avec la plupart des grands logiciels de CAO, donc qui commencent à être de plus en plus performantes, donc notamment grâce à la mise en place des procédures de certification qui commencent à porter leurs fruits, et donc on a vraiment des interfaces qui sont de qualité maintenant. Et donc le principe c'est que bon, ok, donc on avait
faire de la maquette numérique, on peut en faire avec des outils comme du Revit, du Archicad, etc. Et puis s'échanger point à point, éventuellement, ces maquettes à travers du mail ou à travers des serveurs FTP, etc. Mais, mais, mais c'est pas suffisant. Si on veut vraiment structurer un travail collectif, il faut donc une plateforme qui va permettre de structurer l'information, et notamment une maquette numérique, c'est pas un seul fichier IFC, ça va être plusieurs fichiers qu'on va gérer dans le temps, dans ces évolutions. Il faut gérer, il faut contrôler les droits d'accès, donc tout ou partie de ces maquettes. Voilà, donc tout un tas d'outils, de fonctions de traçabilité, de gestion du cycle de vie d'information qui sont apportés par le PLM. Donc le couplage BIM et PLM nous paraît absolument essentiel, notamment au moment où effectivement la maquette numérique va devenir un élément contractuel d'échange entre les acteurs d'un projet, alors au sein du groupement ou dans la relation entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Donc il est absolument essentiel d'avoir des outils comme du PLM pour tracer tous ces échanges contractuels et pour structurer précisément l'information entre les maquettes numériques, les évolutions de ces maquettes numériques et les liens avec les différentes pièces graphiques, techniques, etc., les autres pièces du marché. Donc tout ça, le PLM lui permet de gérer ça, il permet de gérer précisément la codification de toutes ces pièces et la codification des maquettes numériques et de gérer l'évolution, le cycle de vie, et puis ensuite les mécanismes de notification, d'avertissement, etc., des acteurs du projet. D'accord. Donc ensuite, question suivante, on retrouve un peu cette idée dans plusieurs questions. C'est en quelque sorte à qui est destinée notre solution et est-ce que c'est aussi bien utilisable par la maîtrise d'ouvrage, par la maîtrise d'œuvre? En fait, qui sont les utilisateurs finaux de la solution? Donc, je vais continuer à répondre. Enfin, aujourd'hui, donc une application comme ça, on voit bien qu'elle s'adresse à tous en fait. Et le principe du BIM, enfin de ce couplage BIM-PLM, c'est qu'effectivement, c'est de permettre à tous les acteurs du projet de construction de participer donc au projet à travers la maquette numérique. Il y a des acteurs qui seront des contributeurs, donc ils vont créer la maquette, donc on peut penser évidemment aux architectes, aux bureaux d'études, etc., qui vont enrichir, qui vont donc contribuer en apportant des éléments de maquette. Et puis il y avoir des acteurs qui sont plus en consultation, en analyse, en exploitation, donc là qui vont consulter et éventuellement, d'ailleurs on voit pour pouvoir annoter la maquette, pour pouvoir dialoguer d'ailleurs avec les contributeurs, etc. Donc on voit que évidemment tous les acteurs du projet de construction vont avoir un rôle au travers de la maquette numérique, à travers le BIM qui devient l'outil de communication principal finalement entre tous les acteurs du projet. Et donc évidemment c'est la maîtrise d'œuvre va s'en servir pour constituer son projet, se rassembler, etc. La maîtrise d'ouvrage pour consulter, mais après on peut y ajouter effectivement les bureaux de contrôle qui vont pouvoir aussi accéder à la maquette via le PLM, via des accès, donc effectivement, qui seront attribués, et puis pouvoir contrôler le projet finalement à travers la maquette et faire aussi leurs remarques sur ce qu'ils voient. Et on peut penser aux assureurs aussi, des assureurs, donc ils peuvent aussi avoir un accès à la maquette pour donc contrôler, voir ce qui se passe, donner leur avis, parce que derrière, en plus, ils vont donc assurer le bâtiment. Et la maquette numérique, là, offre une vision beaucoup plus déjà précise, et puis plus intuitive, dire qu'on sans être des spécialistes de la lecture des plans, etc., tout acteur va pouvoir maintenant interagir sur le projet et dans sa conception avant sa réalisation. D'accord. D'ailleurs, on a une question qui est un peu toujours dans le même ordre d'idée. Merci Eric, qui pourra donner cette idée de suite. En fait, c'est le fait de se dire qu'on voit dans la partie construction, on comprend assez bien l'intérêt du BIM et l'intérêt du PLM et BIM, mais est-ce que c'est aussi utilisable dans un bâtiment qui est déjà existant ou pour la partie d'exploitation? Alors, bâtiment existant, ça veut dire que
déjà se pose la question de créer la maquette numérique du bâtiment existant. Alors là, il existe pas mal de solutions d'outils logiciels qui vous permettent de créer la maquette numérique d'un bâtiment existant. Alors on peut citer, alors je vais citer un peu les partenaires de l'association Média Construct. On va citer des outils comme par exemple Rastertech, des outils qui vont permettre à partir de plans, donc si on a des plans, de rescanner des plans pour recréer la maquette BIM 3D donc d'un bâtiment quand on a les plans. Puis après on a des autres solutions type donc un système Visio ou Mesurix, des outils qui parlent des fonctions de télémétrie laser vont vous permettre de mesurer votre bâtiment, etc. et reconstruire et donc par laser ou par mesure à récupération de nuages de points, effectivement, de recréer la maquette numérique de bâtiments existants. Alors, bâtiments existants, bon, ça veut dire qu'il y a ce travail de constituer, de reconstituer l'existant qui est évidemment à prendre en compte. Bon, une fois que c'est fait, bien sûr, après, on a la maquette BIM, donc associée à un PLM, qui a fourni un formidable outil pour l'exploitation, parce que du coup, on a le stockage de l'information, et puis on a surtout un DOE, on a vraiment le dossier des ouvrages exécutés donc en format numérique BIM, donc qui va permettre d'offrir à l'exploitant une vision très précise, très compréhensible de son bâtiment et donc du coup qui va lui permettre éventuellement d'enrichir, d'associer des informations qui sont propres à son métier d'exploitant. D'accord, oui, donc c'est tout à fait possible à la fin d'un projet de construction qui a été fait en BIM de transmettre en fait l'ensemble de la maquette numérique au maître d'ouvrage et à la personne qui exploite pour pouvoir enchaîner dessus. Tout à fait. D'accord, oui. Donc, c'est vrai que et en plus, le gros intérêt effectivement du système IDFT, c'est qu'en plus, du coup, on va avoir des maquettes numériques qui vont tenir la durée. C'est-à-dire on est dans des formats qui vont permettre l'archivage sur de nombreuses années et donc permettre donc une exploitation pendant la durée d'exploitation du bâtiment. D'accord. On a une cinquantaine de questions, on va toujours faire un choix. Il y a une question qui revient, c'est en fait par rapport au droit. Alors, deux questions en fait en une. À la fois, qui en fait a la charge de la gestion des droits des personnes et est-ce qu'il peut aussi y avoir donc des droits en consultation, des droits en action voilà, est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans le détail au niveau des droits de travail et de consultation sur la maquette? Alors bon, ça c'est autant une question PLM de toute façon qu'une question maquette. Donc je pense que alors oui, je peux répondre là-dessus, c'est que on l'a vu dans la démonstration de la petite vidéo, au moment où la personne depuis l'outil FBIM se connecte, le système va interroger le PLM qui est lui le centralisateur des éléments des droits et des responsabilités et va donc donner l'accès seulement aux maquettes dont l'utilisateur peut visualiser ou modifier les informations. Donc, c'est le PLM qui va donner les droits d'accès aux documents et aux maquettes numériques via la connexion de l'outil SBIM. D'accord. Et donc là, en fait, on a la question là qui revient, qui est donc certains qui le citent et d'autres non. Et en fait, la personne qui va s'occuper de la gestion, un peu de la coordination de l'ensemble des droits, c'est ce qu'on appelle le BIM manager, Eric. Alors voilà, donc après ça va dépendre du projet. Alors effectivement, on peut penser au BIM manager. Donc là cet outil est un des outils du BIM manager qui va effectivement, grâce à ce PLM, orchestrer finalement les accès en lecture-écriture sur les parties de la maquette. Mais ça va au-delà quand même, parce que ce qu'on voit bien, c'est que dans ce couplage l'ASCOM a fait, c'est qu'on n'a pas que de BIM, on a aussi toutes les pièces graphiques, les pièces administratives, etc. Donc c'est quand même un outil de gestion de projet de manière globale. Donc
Donc souvent, dans l'expérience qu'on a maintenant sur les premiers déploiements de cette solution, c'est que le rôle va être partagé effectivement entre le BIM manager, mais aussi un responsable de projet qui peut être au sein du mandataire, donc du responsable d'un groupement, qui finalement va orchestrer la gestion les accès, la gestion des droits à l'ensemble des pièces qui ne sont pas non plus que les pièces graphiques. Donc il y a aussi des pièces écrites et des pièces écrites et des pièces administratives. Donc effectivement, par contre, ce qui est important, c'est que au moment d'un projet, on identifie un BIM manager un peu responsable des maquettes et un chef de projet responsable de l'ensemble des informations et qui doivent orchestrer la circulation des informations. D'accord, donc ça sera eux qui seront un peu les chefs d'orchestre du projet. Là, on a une autre question qui revient et qui à plusieurs endroits. C'est en fait qui doit être l'initiateur d'un tel projet? C'est la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, la personne qui va exploiter le bâtiment. Ça peut être ces différentes sociétés. Qui doit donc être l'initiateur de ce type de projet? Alors là, c'est peut-être aussi la réponse, c'est que en fait, il y a plusieurs cas, quoi. C'est-à-dire que il y a des cas où effectivement ça va être un groupement, un mandataire qui va proposer cette solution dans le cadre de sa prestation pour offrir un moyen de communication structuré au sein de son groupement, mais aussi et surtout un moyen de structurer de communication avec la maîtrise d'ouvrage. Donc là, ça peut être effectivement du coup le mandataire qui prend la responsabilité de mettre en place cette solution pour montrer sa capacité en plus de travailler de manière structurée et cohérente, etc. Après, ça peut être aussi le choix d'une maîtrise d'ouvrage. Une maîtrise d'ouvrage peut proposer et imposer ce genre d'outils pour s'assurer que ces candidats à la conception-construction rempliront bien les informations et les rentreront conformément à ses besoins ensuite après d'exploitation, etc. Donc ça peut être le mandataire qui est le choix. Après, on peut imaginer aussi que ça peut être aussi des associations, des fédérations. Donc là, ils peuvent me mettre à disposition, donc on a des contacts d'ailleurs, pas mal de contacts dans ce sens-là, ou des plateformes régionales qui vont déployer ce genre de solutions pour permettre à leur PME de pouvoir finalement répondre à des appels d'offres en groupement et l'union fait la force avec ce genre d'outils. Il y a des réseaux de PME qui sont capables maintenant de répondre conjointement en s'appuyant sur une plateforme comme ça qui, du coup, cette fois-ci, est mise à disposition par une association, par une plateforme régionale ou par une fédération, etc. Ah oui, donc les initiateurs peuvent vraiment être multiples. Après, on peut imaginer aussi que c'est des bureaux de contrôle, des assureurs, etc. Enfin, tout. Enfin, après, c'est ouvert à tout type d'association, d'organisation qui a besoin, qui a mission à fédérer ce genre de projet multi-acteurs. D'accord. Alors on a une autre question qui revient en fait, c'est sur à plusieurs endroits. Donc ça c'est peut-être plutôt Patrick qui sera à même de répondre. C'est sur le fait comment est-ce lorsqu'on va faire des modifications, des évolutions d'une partie, en fait comment les personnes vont être informées. Comment est-ce qu'elles vont pouvoir travailler en fait ensemble lorsque des pièces ou des plans en commun sont impactés? Donc, comme on l'a vu dans la vidéo, que ce soit au niveau des annotations ou des modifications d'une maquette numérique ou bien d'un document, le BIM Manager peut abonner certains utilisateurs à l'ensemble de ces modifications et les personnes vont recevoir à des fréquences définies par le BIM Manager une liste des modifications apportées dans la journée ou en temps réel. De plus, chaque utilisateur peut aussi s'abonner à une liste de modifications pour être prévenu de certaines modifications par un système d'abonnement. D'accord, merci Patrick. On a une question qui revient à plusieurs endroits, on a déjà commencé à y répondre.
c'est lié à la gestion des droits. En fait, comment est-ce qu'on assure vraiment la sécurité des données? Quelle est la manière dont on arrive à faire ça dans le PLM et donc dans le BIM? Donc, tout d'abord, nous avons un système de mot de passe. Donc, la personne, pour accéder à l'information, elle doit se loguer dans l'application. Mais de plus, nous avons un système de règles permettant de cloisonner les documents en fonction de leur statut, en fonction de leur type et en fonction, bien sûr, du secteur d'activité de la personne. On ne va pas, par exemple, mélanger les contrats de chaque entreprise. On va avoir des cloisonnements, des documents en fonction des règles métiers et des différents acteurs. D'accord, merci Patrick. Alors là, une question peut-être plutôt pour Eric. Donc c'est une personne qui doit être probablement un économiste et qui demande en fait comment est-ce qu'il va travailler avec la solution, qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter, est-ce qu'il a aussi un rôle à jouer lui dans la maquette numérique coordonnée avec le PLM? Alors, bien évidemment, c'est-à-dire que tout acteur, effectivement, de la construction, effectivement, va pouvoir se connecter donc à la plateforme collaborative à travers la maquette numérique et le PLM. Alors, si on prend l'exemple d'un économiste, il va pouvoir effectivement se connecter à la plateforme. Il va pouvoir utiliser des logiciels qui sont peut-être spécifiques à son métier. Donc là, dans le domaine de l'économie, on peut notamment citer par exemple le logiciel d'Atix Plus, un logiciel comme Wincamp, qui a des très bons connecteurs IFC en import-export. Donc, ils sont capables avec SBIM et PLM, ils vont pouvoir récupérer les maquettes, les visualiser, les récupérer, les charger dans le logiciel d'économie, se faire le travail d'association des différents, d'analyse, de calcul de métriques plus précis, etc., de relations avec des bases de prix, etc., et puis ils vont pouvoir enrichir en fait ces maquettes avec des informations, donc des études et des analyses qui ont pu être faites, et donc venir enrichir le projet, réinjecter ensuite leur projet, donc leur analyse dans la maquette et dans le PLM. Donc c'est un aller-retour. Je récupère la maquette, par exemple, de l'architecte depuis le PLM. Je le travaille dans mon outil métier, je l'enrichis et je la redépose dans le serveur. Et sachant que tout cet aller-retour entre le PLM et l'acteur, tout ça est tracé et notifié. Et au moment où finalement l'économiste redéposera son information enrichie, le système de notification tel que vous l'a décrit Patrick juste avant, ça sera activé pour avertir tous les autres acteurs que voilà, il y a une version renseignée par un économiste de la maquette qui a été réalisée. D'accord. Merci Eric. Alors une autre question. Alors, la prochaine question, c'est tous les intervenants en phase de chantier doivent-ils tous modéliser en 3D? Et comment va se gérer les interfaces? Est-ce que Eric, toi, tu peux répondre à cette question? Alors, ça, effectivement, c'est une bonne question. Enfin, c'est lié, effectivement, à l'évolution, de façon, des métiers, quoi. Aujourd'hui, est-ce que, évidemment, BIM veut quand même dire 3D. Alors, pas forcément, d'ailleurs, parce que, entre parenthèses, on peut faire du BIM en 2D, hein. C'est-à-dire que, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans une logique de dire que le BIM, c'est de la 3D et auquel on associe des informations. Donc ça, c'est vrai que ça demande effectivement une évolution, certainement, des pratiques dans chacun à toutes les étapes du projet et en phase d'exécution, d'autant plus effectivement d'avoir des modèles donc 3D sachant que rappelons-le, c'est qu'à partir des outils, sur les chantiers, on a encore besoin de plans, hein, donc pendant un certain temps, même si après il y a des outils qui permettent effectivement sur le chantier d'utiliser la maquette avec des tablettes, etc. Mais
on peut toujours extraire des plans depuis le BIM, sauf que le gros intérêt du BIM, c'est que si le BIM, l'information est bien gérée en BIM, en 3D, etc., le plan, finalement, c'est une coupe verticale ou horizontale de la maquette numérique. Et normalement, c'est un document qu'on doit extraire au moment où on part sur le chantier et qui doit être et du coup qui est à jour. Donc effectivement, la logique veut que effectivement, même après pendant la durée, pendant le chantier, que cette maquette numérique doit être mise à jour pour tenir compte des éléments de chantier, pour qu'à la fin effectivement à la construction, à la fin de la construction, au moment de la livraison effectivement du projet, on livre également la maquette numérique qui est le reflet le plus exact possible de ce qui a été construit. Donc pour avoir un DOE, un dossier des ouvrages exécutés, en maquette BIM qui doit correspondre à l'objet construit réel. Donc oui, alors après, effectivement, ça veut dire quand même ça demande une évolution certainement maintenant de la plupart des. Enfin, juste une précision, Eric, je vais juste te couper un petit peu. Juste une précision pour dire que dans notre solution PLM, nous ne sommes pas forcément liés au format 3D, mais on continue à pouvoir stocker les plans en 2D comme avant. La maquette numérique n'est qu'un ajout d'informations qui circulent dans un projet. On a la maquette numérique qui est un plus parce qu'elle apporte un nombre d'informations, notamment au niveau pour la partie BIM et pour la partie visualisation, mais l'ensemble des autres utilisateurs peuvent déposer des plans 2D dans l'application et les rendre accessibles au niveau de la plateforme LASCOM PLM. Voilà, je voulais juste faire une petite digression sur ton commentaire. Alors, une prochaine question, là, qui est peut-être plus liée à la collaboration au sein du PLM, c'est la question, donc la réponse va de la même façon probablement être non. Est-ce que tous les intervenants, est-ce qu'ils doivent travailler les uns après les autres, ou est-ce qu'ils peuvent aussi travailler simultanément sur la maquette et sur les documents? Non, le principe du LASCOM PLM, c'est que les gens collaborent, c'est-à-dire qu'on a un travail collaboratif et en même temps sur des documents, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir valider parallèle plusieurs documents en même temps. On n'est pas obligé de réserver un document, empêcher les autres utilisateurs de l'utiliser et dire je dois attendre que l'autre personne finisse. Non, le principe d'une plateforme PLM, c'est de pouvoir travailler en même temps sur un ensemble de documents. Bien sûr, si une personne commence à travailler sur un élément de la maquette numérique, le temps que la personne fasse la modification, le document est réservé. Mais au niveau de l'accès à l'information, les documents et la modification de ces éléments-là, quand ils ne sont pas communs, est simultané. Merci Patrick pour ces informations. Alors une dernière question, parce on arrive bientôt au bout des 45 minutes qui étaient prévues, qui revient sous plusieurs formes, en fait, qui est liée au coût et aux modalités d'achat ou d'abonnement à cette solution. Est-ce qu'on peut résumer ça en quelques mots? Bien, la solution LASCOM BIM Edition est un système d'abonnement pour chaque utilisateur. Elle se fait par projet et elle se fait en fonction du nombre d'utilisateurs et du nombre d'années d'abonnement. Donc, je vais prendre un exemple. Pour une trentaine d'utilisateurs pour un projet donné avec une durée d'engagement de 4 ans, nous sommes à un coût de licence de 48 €, auquel il faut bien sûr rajouter les services de démarrage, d'initialisation du projet. Merci Patrick pour ce commentaire. Alors bon, là on arrive à la fin des 45 minutes. Alors on a eu énormément de questions. On ne s'attendait vraiment pas à en avoir autant. Donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On a essayé de sélectionner ou d'agglomérer les questions qui revenaient le plus souvent. Donc n'hésitez pas par la suite, vous avez l'adresse mail qui est affichée à votre écran. Si on n'a pas pu répondre à l'une de vos questions, ou si vous souhaitez un entretien téléphonique ou échanger avec nos consultants, alors n'hésitez pas à nous contacter par le biais de cet email, où vous avez aussi normalement directement nos coordonnées dans les emails que vous avez reçus. On vous remercie donc vraiment pour votre participation qui a été très active à cette conférence sur la gestion du BIM dans le cycle de vie d'un projet. Et donc, mesdames, messieurs, merci encore et cela conclut notre conférence d'aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée.